Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, fin de campagne pour la présidentielle au Rwanda. Paul Kagame et son unique opposant, chef du Parti des Verts, ont tenu leur dernier meeting avant le scrutin de ce lundi. Nous les entendons. Des journalistes enlevés, enrôlés de force au Burkina Faso. L'ONG Reporters sans frontières alerte sur les dérives de la junte et invite le pays à garantir le droit à l'information. Décryptage de notre correspondant à suivre. Et nous parlerons des Jeux Olympiques avec la belle histoire de l'équipe de basket du Soudan du Sud, qualifiée pour la première fois de son histoire. Reportage auprès des Bright Stars qui permettent d'unir un pays dévasté par la guerre civile. On ouvre ce journal par la fin de la campagne présidentielle au Rwanda. Paul Kagame brigue un 4e mandat. Pour son dernier meeting à Kigali, le président sortant, qui a peu de doutes sur sa réélection, a souhaité remercier son peuple. On l'écoute. It's a political phenomenon. Nous sommes un phénomène politique. C'est ce que tellement de gens en dehors du Rwanda ne comprennent pas. Et ils parlent du Rwanda à tort et à travers. Vous ne pouvez pas simuler une unité telle qu'on la voit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas simuler la joie. On ne peut pas ignorer une foule immense qui se rassemble. Ce n'est tout simplement pas possible. Paul Kagame qui affrontera ce lundi 15 juillet 2 autres candidats, parmi lesquels l'unique opposant, Franck Habineza du Parti des Verts. Malgré son score pour la présidentielle rwandaise de 2017 de moins de 1%, le candidat écologiste y croit. Notre correspondant Clément Diroma est parti à sa rencontre lors de son dernier meeting. Franck Habineza est le seul opposant rwandais avec un parti autorisé par le gouvernement. Il est l'un des 2 candidats à faire face au président sortant, Paul Kagame, prétendant à sa réélection pour un 4e mandat, déjà réélu en 2017 avec environ 99% des voix. Habineza, lui, n'avait obtenu qu'à peine 0,5%. Pour son dernier jour de campagne, Franck Habineza a choisi la capitale, Kigali, un quartier très animé afin d'attirer le plus de monde possible. Alors l'affluence est moindre si on compare aux immenses meetings du camp présidentiel, mais le Parti vert se félicite néanmoins d'avoir rassemblé des milliers de Rwandais dans les principales villes et provinces du pays ces 3 dernières semaines. Cette campagne de 2024 est différente de celle de 2017, car on voit que le niveau de maturité politique chez les Rwandais a vraiment augmenté. Nous avons parcouru le pays et les gens nous ont plutôt bien reçus. Il y a eu quelques problèmes ici et là, mais dans l'ensemble, l'accueil a été très bon cette fois-ci. Le manifeste du Parti vert propose d'améliorer les conditions de vie des Rwandais en zone rurale, de faire baisser le taux de chômage chez les plus jeunes, mais défend aussi les libertés individuelles et droits politiques démocratiques des citoyens, ainsi que la liberté de la presse, des points sur lesquels Paul Kagame est souvent critiqué par des ONG internationales et par les défenseurs des droits humains. Outre Franck Habineza, qui espère donc faire un meilleur score qu'en 2017, au moins 3 autres opposants n'ont pas pu se présenter face au président sortant pour des motifs judiciaires, juridiques, puisque précédemment condamnés ou pour des raisons administratives. Des décisions contestées par plusieurs figures de l'opposition. Et on passe au Burkina Faso où des journalistes ont été enlevés. Il serait déjà 3 en 10 jours. L'organisation, l'ONG Reporters sans frontières invite la junte à garantir le droit à l'information au Burkina et affirme que parmi ces 3 hommes de presse pourrait figurer celui que le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, affirme avoir enrôlé de force pour le front. Détail avec notre correspondant régional Serge Daniel. On n'avait plus de nouvelles de lui depuis le 24 juin dernier. Le directeur de publication du journal L'Événement, Atiana Serge Oulon, pourrait bien être celui dont parle le capitaine Ibrahim Traoré. Dans une déclaration, le chef de la junte du Burkina a affirmé qu'un journaliste qui proférait, je cite, des mensonges, a été envoyé au front, a été enrôlé plus précisément au sein des volontaires pour la défense de la patrie.
Pour l'organisation Reporters sans frontières, c'est probablement du journaliste disparu depuis le 24 juin dernier qu'il s'agit. Reporters sans frontières appelle les autorités du Burkina à garantir la liberté de presse, surtout que 2 autres chroniqueurs de télévision privée sont également portés disparus à Ouaga depuis les 19 et 28 juin dernier. Au Mali voisin, c'est un proche d'un célèbre imam qui a été arrêté vendredi par la junte au pouvoir. Youssouf Daba Diawara était le coordinateur général de la CMAS, la puissante coordination des mouvements d'association des sympathisants de l'influent imam Mohamedou Dicko, dissoute depuis avril par les colonels au pouvoir, eux, au Mali, depuis 2020. Et on passe à présent à cette découverte macabre au Kenya, des corps mutilés jetés dans une décharge de Mukuru, un bidonville du sud de Nairobi. La police des polices cherche à faire la lumière sur les allégations d'enlèvement et d'arrestation illégale des manifestants portés disparus suite aux récentes manifestations antigouvernementales. Écoutez. Nous ne savons pas si les dépouilles sont celles de gens qui avaient été enlevés lors des manifestations de juin dernier. La plupart des corps sont ceux de femmes. Donc on ne sait pas s'il s'agit de féminicide ou de délinquance. Ce n'est pas la première fois que des corps sont découverts dans cette décharge. Et on vous en a parlé ce vendredi de l'effondrement brutal d'un établissement scolaire dans la ville de Jos, au Nigeria. Le bilan a été porté à 22 morts et 154 personnes étaient piégées sous les décombres. Les blessés ont tous été secourus et ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Nicolas Chamontin. Sur les ruines du bâtiment, les tractopelles s'affairent pour ramasser les débris. À Jos, dans le centre du Nigeria, les stigmates de l'effondrement de ce collège sont toujours visibles. Vendredi, une vingtaine d'étudiants a perdu la vie. Le gouverneur de l'État a rendu hommage aux victimes et promis une enquête sur le drame. Nous n'allons pas seulement enquêter sur les raisons de l'effondrement, nous allons étendre nos recherches à toutes les écoles de ce type et nous assurer qu'elles ne mettent plus aucune vie humaine en danger à l'avenir. La cause de l'effondrement n'a pas encore été établie, mais les autorités blâment la mauvaise structure de l'édifice et les fortes pluies qui se sont abattues sur la région dans la semaine. Dans les hôpitaux, médecins et infirmiers soignent les blessés. Élèves et professeurs racontent comment le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Quand je suis entrée dans la salle des professeurs, j'ai vu qu'il y avait du sable partout. En un rien de temps, nous avons été recouverts de poussière et nous avons dû sortir par la fenêtre car la porte était bloquée. Les effondrements de bâtiments sont assez fréquents au Nigeria. Il y en a déjà eu plus d'une vingtaine depuis le début de l'année. La faute notamment à la mauvaise qualité des matériaux et au non-respect des normes de construction. Et pour la première fois de sa jeune histoire, l'équipe de basketball du Soudan du Sud s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Après une bonne performance lors de la Coupe du Monde l'an dernier, les Bright Stars, étoiles montantes en français, représentent beaucoup pour le plus jeune pays du monde indépendant seulement depuis 2011. L'équipe permet d'unir un pays dévasté par la guerre civile. Reportage d'Olivia Bizot. Ces basketteurs jouent dans la Ligue junior NBA du Soudan du Sud. Tous rêvent de suivre l'exemple de leurs aînés. Une dizaine a pu atteindre un niveau professionnel aux États-Unis. Il y a 10 ans, ce championnat n'aurait pas pu avoir lieu à cause de la guerre. Mais aujourd'hui, notre pays est en paix, donc nous pouvons jouer. Les joueurs de la NBA ont accès à beaucoup de choses, à beaucoup d'argent. Cela permet d'aider votre communauté, les membres de votre famille. Cela nous donne de l'espoir, ça nous motive. Ces joueurs de NBA composent aujourd'hui l'équipe nationale, dont les matchs sont retransmis à la télévision. C'est l'occasion de se réunir dans les bars, peu importe les divisions du passé. Le basketball permet de rapprocher tout le monde. Personne ne pense à la guerre. Nous sommes tous heureux ensemble. Il n'y a plus d'ennemis. Nous sommes tous unis. Cela permet à des personnes venant de différentes parties du pays de se rencontrer ici et de s'unir. Les instances du basket ont bien compris l'impact positif du sport sur le pays. Pour pouvoir organiser plus de matchs, la fédération sud-soudanaise forme aussi des arbitres.
Pour que notre sport se développe dans tout le Soudan du Sud, il faut que nous investissions. Il faut des terrains, des arbitres et des entraîneurs. Cela permettra d'apporter du changement au pays. Notre équipe va au JO. Nous sommes au top. Le Soudan du Sud est désormais sur la carte du monde. Peu importe son résultat aux Jeux de Paris, l'équipe sud-soudanaise a déjà réussi l'impossible, créer un sentiment d'unité. Son premier match se déroulera le 28 juillet. Et on termine ce journal en souhaitant un joyeux anniversaire à un immense auteur, prix Nobel de littérature en 1986. On parle du Nigérian Wole Soyinka, célèbre justement ce 13 juillet, ses 90 ans. Son œuvre qui est immense puise son miel dans son Nigeria natal et dit en même temps le chaos et les contradictions du monde. Il est l'auteur d'une 50aine d'ouvrages, dont des pièces de théâtre, des romans, des essais, des mémoires, œuvres évidemment que je vous invite tous à découvrir ou à redécouvrir. Et c'est ainsi que nous refermons justement ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde où que vous soyez. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.